Bonjour et bienvenue dans le Journal de l'Afrique au programme de ce vendredi 4 mars. La fin de la campagne électorale au Bénin, les 33 candidats à l'élection présidentielle ont tenu leur dernier meeting. Dimanche, les électeurs devront choisir le successeur de Thomas Boni-Yayi. Ce triste record pour l'année 2015, 69 cas d'abus sexuels auraient été commis par des casques bleus lors de missions de maintien de la paix. C'est plus que les années précédentes, c'est ce qu'indique le rapport annuel de l'ONU. Pour la première fois, les Nations Unies nomment dans ce document tous les pays dont sont originaires les soldats soupçonnés. Et puis en Afrique du Sud, il est surnommé Space Boy. À seulement 28 ans, Mandla Maseko devrait devenir le premier Sud-Africain noir à voyager dans l'espace. Son portrait dans ce journal. Au Bénin, le premier tour de l'élection présidentielle se déroulera ce dimanche. Près de 4 700 000 électeurs sont attendus aux urnes. Ils auront l'embarras du choix. 33 candidats sont en lice. Ce vendredi, ils ont tenté de convaincre les derniers indécis. Dernier grand meeting et sortie des caravanes. La campagne électorale se termine ce soir à minuit. À Cotonou, nos envoyés spéciaux Emmanuel Sodji et Julien Sauvaget ont vécu les dernières heures de cette campagne. Regardez. À quelques heures du scrutin présidentiel, chacun des camps livre sa dernière bataille. Une bataille de couleurs, de prospectus et de chants partisans dans les rues de la plus grande ville du pays, Cotonou. Le président sortant, qui ne peut plus se présenter après 2 mandats, suscite une pléthore de candidats. Une élection très ouverte et inédite. Il y a quelques semaines, les 2 plus grands partis d'opposition ont viré dans le camp présidentiel. Une confusion qui fait grossir le rang des indécis. Je ne sais pas. L'opposition, il n'y a plus d'opposition dans le pays. On ne sait plus quoi faire. Et c'est les hommes d'affaires maintenant qui ont pris le pays. Ils ont défié les opposants. Et bon, voilà, nous sommes là. Et on va voir ce que ça va donner. Mais vraiment, moi, je suis indécis. Je ne sais pas si ce soir, je vais encore réfléchir et savoir à qui donner mon suffrage le dimanche prochain. Les politiciens, le gouvernement en place et puis l'opposition, tout le monde, tout est mélangé. On ne sait plus qui est qui. Le pays est vraiment dans une désolation terrible, quoi. On ne sait pas. Pour la première fois au Bénin, des candidats dépassent les clivages régionalistes. Les 5 favoris, 2 hommes d'affaires, un Premier ministre, un financier et un économiste, ratissent des soutiens du nord au sud. Mais reste à savoir si la base suivra les consignes de vote de ses leaders. Et si elle s'achève au Bénin, la campagne électorale débute ce vendredi au Congo-Brazzaville. Le président sortant, Denis Sassou Nguesso, brigue un 3e mandat, une candidature rendue possible grâce au changement de constitution à l'issue d'un référendum boycotté par une frange de l'opposition. Face au chef de l'État, ils sont 8 candidats. Parmi eux, 5 ont décidé de s'allier dans un même front républicain, le FROCAD. Ils s'engagent ainsi à soutenir le candidat arrivé au second tour. On compte au sein du FROCAD notamment le général Mokoko ou encore l'ex-ministre de la Défense, Pascal Tsati Mabiala. Le premier tour du scrutin est fixé au 20 mars prochain. Les accusations d'abus sexuels commis par des casques bleus se sont multipliées ces derniers mois. Un rapport de l'ONU publié ce vendredi indique que 69 cas ont été recensés en 2015, un nombre en hausse par rapport aux années précédentes. Le document recommande notamment de créer des cours martiales in situ pour juger les coupables et prendre leurs empreintes génétiques. Les détails de Laurent Berstecher. Les Nations Unies passent à l'offensive. En publiant un nouveau rapport sur les accusations d'abus sexuels, l'organisation espère prendre les devants en dénonçant une pratique scandaleuse qui continue de ternir son image. Le nombre total d'abus sexuels de la part des casques bleus de l'ONU cette année est de 69. Une hausse par rapport aux 52 cas reportés en 2014. Pour la première fois, l'ONU a décidé de nommer tous les pays dont sont originaires les casques bleus soupçonnés. Bilan, des soldats ou policiers de 21 pays sont mis en cause et la plupart sont africains, avec la RDC, le Maroc et l'Afrique du Sud en tête. Depuis l'éruption du scandale en 2013, l'ONU a été vivement critiquée pour son manque de réactivité. Mais dans ce rapport, l'organisation propose plusieurs mesures pour permettre de mieux identifier et poursuivre les coupables.
Nous voulons arriver à plus de transparence afin de permettre à l'organisation et ses États membres d'agir concrètement face à ces allégations et d'honorer leur engagement de responsabilité. Parmi les recommandations de l'ONU, la mise en place de cours martiales dans les pays de déploiement et non au retour des casques bleus dans leur pays d'origine, comme c'était jusqu'alors le cas. Les États-Unis font également pression sur le Conseil de sécurité pour qu'il adopte une résolution prévoyant le rapatriement de contingents entiers s'ils sont soupçonnés d'abus. Un projet qui devrait être examiné la semaine prochaine. Au Maroc, le groupe de djihadistes arrêtés il y a 2 semaines s'apprêtait à commettre une attaque biologique sur le sol marocain. C'est ce qu'ont annoncé les autorités. Un curieux mélange a été retrouvé lors du démantèlement de la cellule terroriste. Selon le ministère de l'Intérieur, il s'agirait de substances toxiques et biologiques mortelles. Les explications à Rabat d'Anna Ravix. C'est toute une cellule terroriste qui a été démantelée le 18 février dernier dans plusieurs villes du royaume. Il s'agissait de 10 personnes, dont un ressortissant français et un mineur de 16 ans. Lors de leur arrestation, les autorités ont découvert des armes et des munitions en provenance de Libye et aussi des uniformes militaires. Mais surtout ce qui les a inquiétés, c'est un étrange mélange jaunâtre, des bocaux, 3 bocaux dans lesquels marinait un mélange de citron, de clous rouillés, de viande pourrie et de rats morts, un cocktail neurotoxique qui pourrait paralyser ses victimes et les paralyser mortellement. La cellule prévoyait d'attaquer des endroits économiques stratégiques pour le Maroc, d'abord l'office chérifien des phosphates, ainsi que la Régie nationale des tabacs, et puis surtout un grand centre commercial à Casablanca. Le Maroc fait partie de la coalition internationale anti-Daesh, il est donc une cible privilégiée de l'organisation État islamique, et depuis 3 ans, ce sont 31 cellules qui ont été démantelées, 31 cellules qui prévoyaient des attaques sur le territoire marocain. Dans le reste de l'actualité africaine, en bref et en images, en République démocratique du Congo, les 6 membres de la Lucha ont vu leur peine réduite par la justice. La Cour d'appel les a condamnés à 6 mois de prison ferme. Le ministère public réclamait une peine de 10 ans. Les militants du mouvement Lutte pour le changement avaient été condamnés le 24 février dernier à 2 ans de prison ferme pour incitation à la révolte. Au Nigeria, 105 personnes ont été arrêtées vendredi à Lagos après des émeutes sanglantes un peu plus tôt dans la semaine. Des violences ont éclaté dans le plus grand marché de la ville après qu'une femme soit décédée. Elle avait été renversée par un Okada, un taxi-moto. La situation a ensuite dégénéré. Des habitants ont attaqué d'autres conducteurs d'Okada et des pillages ont eu lieu dans la zone. Des voitures et des immeubles ont été brûlés. Au total, 3 personnes ont été tuées dans ces violences. Et puis au Burundi, les images de la fosse commune découverte lundi à Bujumbura. 3 corps ensevelis dans des sacs ont été retrouvés dans le quartier contestataire de Mutakura. Selon le maire de la capitale, les opposants au régime seraient à l'origine du massacre, une version dénoncée par l'opposition. 3 experts ont été mandatés par les Nations Unies afin d'enquêter sur les violations des droits de l'homme commises lors des 10 mois de crise dans le pays. Une moisson de contrats a été signée entre la Guinée et la Turquie à l'occasion de la visite officielle du président Erdogan à Conakry. Plusieurs accords ont été conclus dans divers domaines tels que la défense, la santé ou encore l'énergie. Je vous propose d'écouter la réaction de cet homme d'affaires turc. On réalise en Turquie que l'Afrique comme continent et Guinée comme pays vont être des joueurs plus importants dans les années qui arrivent. Et la Turquie, pour nous, toucher l'Afrique et les pays africains comme la Guinée est très important. Et de grandir l'export aussi, c'est très important pour nous. Et de aussi grandir nos marques en dehors de la Turquie. L'avion fusée Mars Lynx 2 est l'un des premiers prototypes à acheminer des touristes de l'espace. Il devrait achever ses tests cette année. Et parmi les passagers, un Sud-Africain qui s'entraîne dur depuis qu'il a été sélectionné en 2013. Mandla Maseko sera le premier touriste africain de l'espace. Il est en entraînement intensif avec l'armée de l'air. Nos correspondants Caroline Dumais et Stéphane Carstens ont pu le rencontrer à Pretoria, le temps d'une perme. Regardez. Mesdames et messieurs, mon nom est Mandla Maseko et je serai le premier Sud-Africain noir à aller dans l'espace. C'est grâce à cette photo qui illustre les lois de la gravité que Mandla a été sélectionné. Puis il a subi avec succès aux États-Unis des dizaines de tests psychomoteurs.
Il fait désormais partie des 23 finalistes qui auront une place sur le vol de l'avion-fusée Lynx Mark II. Il sera le premier touriste africain de l'espace. Depuis sa sélection en 2013, Mandla s'est vu offrir une autre formation. Il est aussi pilote d'hélicoptère dans l'armée sud-africaine. Son parcours provoque l'admiration de ces jeunes étudiants venus l'écouter. Son discours m'a beaucoup inspiré. Comme il dit, le ciel n'est pas la limite. Nous pouvons toujours devenir ce que nous pensons être. Un jour, vous n'êtes rien et le lendemain, vous pouvez devenir quelqu'un. Ce jeune homme de 28 ans que ses voisins surnomment l'afronaute n'oublie pas ses racines. Sa famille très modeste habite à Mabopane, un township près de Pretoria. Mandla veut à tout prix aider les jeunes à réaliser leurs rêves. Les Sud-Africains ont besoin de modèles, de gens qui les inspirent. Pendant ces 20 ans de démocratie, on avait Nelson Mandela et des gens comme lui qui se sont battus pour ce pays. Mais même aujourd'hui, il nous faut ces gens qu'on admire. Et je veux en faire partie. Je veux que ces gamins, quand ils me regardent, ils se disent « Voilà, il y a ce jeune homme qui n'avait rien et qui a tout aujourd'hui ». Il espère que la navette spatiale sera prête cette année à décoller, mais le temps désormais lui importe peu. Sa patience est comme son parcours, elle n'a plus de limite. Et c'est la fin du journal de l'Afrique. Restez sur France 24. Retrouvez tout de suite Ashrène Verdian pour la suite de Paris Direct. Bienvenue et merci d'être avec nous. Reporter. À Maroua, à l'extrême nord du Cameroun, la population vit au rythme des attaques suicides de Boko Haram. La recrudescence des attentats a conduit à la création d'une unité d'élite au sein de l'armée camerounaise chargée de traquer les kamikazes. Elle est aidée par les villageois, principales victimes de Boko Haram, désormais en première ligne pour repérer les terroristes. France 24 a partagé leur quotidien dans cette guerre à l'issue incertaine. Reporter, à voir sur France 24 et sur France24.com.